Alors, eh bien, bonjour à tous. Merci, merci pour votre présence, pour le temps que vous consacrez à mes travaux. Je suis extrêmement heureux d'être là et ce n'est pas qu'un propos de circonstance. Et donc je remercie à nouveau vivement toute l'équipe d'organisation du séminaire, les bibliothèques de Sainte-Ade et puis en particulier Clément Fromentin pour l'invitation. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à un public non historien et c'est un événement qui a particulièrement de l'importance pour moi puisque travailler sur les sociétés anciennes, eh bien, c'est travailler dans une forme de solitude et en réalité, j'ai pas une curiosité particulière pour le passé lointain. En fait, tout le sens de mes travaux est d'engager un dialogue avec des acteurs du présent pour peut-être contribuer à nourrir la réflexion et à prendre de la distance par rapport à ce présent dans lequel on est engagé. Voilà, donc cette séance a beaucoup d'intérêt pour moi. Et voilà. Donc je vais vous faire un exposé d'histoire lointaine, d'histoire romaine, c'est-à-dire de cette histoire du monde méditerranéen et de l'Occident qui embrasse à peu près un millénaire entre le 5e siècle avant notre ère et le 5e siècle de notre ère. Cette histoire en matière, cette période en matière d'histoire de la folie et d'histoire de la psychiatrie, c'est une histoire qui est souvent exclue des grandes généalogies de la culture occidentale. Puisque ces généalogies ont parfois, ont souvent même tendance à considérer que l'histoire commence au Moyen-Âge. Je renvoie à Michel Foucault, qui est un exemple parmi d'autres, le plus célèbre peut-être. Et cette période de l'histoire romaine, elle a aussi pour particularité, dans les grandes généalogies de l'histoire culturelle et en l'espèce de l'histoire de la folie, d'être une histoire qui d'autrefois est non pas exclue, mais enjambée, lorsque ces grandes généalogies cherchent les origines de la pensée occidentale dans la pensée grecque. Souvent ces généalogies passent sans transition du monde grec au Moyen-Âge, ce qui s'explique sans paranoïa par le fait que la langue latine, de fait, n'était guère une langue de science. Pour autant, je pense, après vérification, que l'époque romaine, la période romaine, est digne d'intérêt lorsqu'on fait de l'histoire de la psychiatrie et de l'histoire de la folie. Et je m'efforce de croire que cette période n'est pas absolument inintéressante, pour deux raisons principales. D'abord, d'une manière assez générale et théorique, par le simple fait que si on considère que l'enfance est le moment où se constituent les caractères fondamentaux de la personnalité, eh bien, on peut considérer, par métaphore, que la période romaine représente, pour reprendre une belle formule du philosophe italien Giorgio Agamben, on peut considérer que la période romaine représente l'enfance de l'histoire occidentale, et que à ce moment-là se mettent en place des choses dont nous sommes assez directement les héritiers. Et plus concrètement, eh bien, cette période romaine, dont vous n'êtes pas forcément familier, c'est la période qui institue nos institutions fondamentales, à commencer par notre droit et par notre morale, ce qui bien évidemment n'est pas sans conséquence sur nos propres conceptions de la maladie mentale et de la folie en général. Et par ailleurs, la société romaine, c'est ça qui m'a conduit en fait à me concentrer sur cette période au début de mes recherches, c'est une société qui est complexe, une société qui est élaborée, pour ne pas dire moderne, et c'est une société qui est élaborée tout en n'étant pas chrétienne. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a aussi une matière à réflexion, à comparaison, tout à fait stimulante pour les questions qui nous occupent. C'est en d'autres termes un miroir puissamment révélateur des singularités du présent moderne, mais aussi un miroir puissamment révélateur des fausses singularités. On a tendance parfois à inventer des singularités, à inventer de l'innovation, et se pencher sur le passé romain permet de mettre à distance parfois les innovations auxquelles on adhère un peu trop vite. Ce qui est une manière de vous dire aussi que mon point de vue sur cette histoire de la folie est un point de vue assez continuiste. J'ai tendance à valoriser les continuités par opposition aux ruptures. Et ça, c'est pas un postulat de départ, c'est plutôt quelque chose qui a été le résultat de mes recherches et notamment de mes 8 années de thèse. Alors, donc pour ce qui concerne l'Antiquité,
l'histoire de la psychiatrie au sens strict, c'est-à-dire l'histoire des classifications médicales, des doctrines médicales, des pratiques thérapeutiques. C'est une histoire qui est assez bien connue, assez bien renseignée dans les grandes synthèses, ce qui fait que je vais un peu laisser la question de côté dans cette présentation, même si on pourra y revenir. Pour ma part, dans mes travaux de recherche, n'étant ni médecin ni véritablement historien des sciences, je me suis surtout livré à une histoire de la folie qui est davantage une histoire sociale, une histoire politique et une histoire culturelle. La perspective qui a été la mienne dans mes travaux de thèse, ça a été de repérer la pluralité des aspects de ce que peut revêtir cette étrange notion de folie dans le monde romain. J'ai essayé d'avoir une perspective un peu transversale, 360 degrés en quelque sorte, pour donc, repérer les différents éléments de ce qui sont subsumés sous cette notion vague de folie, pour articuler ces différents éléments, voir comment ils entraient en cohérence, quelle était donc la cohérence de cet objet difficile à tenir ensemble, et de cette notion qui veut à la fois tout et rien dire, et qui, dans tous les cas, le dit toujours assez mal. Voilà, donc c'est cette pluralité d'aspects que je vais vous entretenir, une fois de plus, quitte à m'éloigner de la question des théories et des soins médicaux. Et mon objectif vis-à-vis de vous qui êtes amenés à travailler dans le milieu psychiatrique, ma perspective c'est d'essayer de vous donner du grain à moudre pour penser plus tard dans votre pratique ce que j'appelle, de manière un peu maladroite, mais les pressions, en tout cas les conditions sociales, les conditions politiques, les conditions culturelles de votre travail, et donc ces conditions qui s'exerceront sur votre pratique psychiatrique et qui dans tous les cas en formeront le cadre et l'environnement. En réalité, je fais une parenthèse, mais ce qui a beaucoup dicté les choix mes sélections d'informations pour la préparation de cette communication, ça a été les affaires politico-judiciaires qui ont animé l'actualité ces dernières années, en particulier le procès du meurtre de Mireille Knoll, mais pas seulement. C'est l'horizon, c'est aussi l'horizon du propos que je vous soumets aujourd'hui. Alors pour accompagner votre écoute, je propose sur ce diaporama le plan de mon intervention. Et le premier dossier dont je vais m'emparer, c'est le dossier des aspects juridiques et politiques de la folie. Vous voyez tous bien le diaporama. Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran Alors, c'est ici, je pense, un diaporama. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Ouais. C'est pas mieux? C'est nickel. merci. Donc, je commence par ce grand dossier qu'on appelle la cura furiosi, c'est-à-dire la prise en charge du problème du trouble mental par le droit, qui est un dossier qui se rattache en fait assez étroitement au problème de la folie comme catégorie du discours politique et de la pensée politique. Alors, en l'occurrence, si je commence par ce dossier, c'est aussi parce que dans l'histoire romaine, dans l'histoire même en général, dans l'histoire occidentale, la folie entre dans l'histoire de l'Occident dès le moment où l'Occident lui-même entre dans l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par cette formule? Je veux dire par là que la folie est déjà présente, et même très présente, dans le tout premier texte substantiel de l'histoire romaine. Le premier texte de l'histoire romaine, c'est ce qu'on appelle la loi des 12 tables, c'est-à-dire que c'est une sorte de recueil de lois, de code, qui est rédigé et publié en 450 avant notre ère, et c'est le texte le plus ancien que les historiens aient à disposition pour connaître l'histoire romaine, et donc pour connaître l'histoire de l'Occident. Alors, que nous dit cette loi des 12 tables? Elle nous dit, si furiosus escit, enfin c'est un fragment, hein, la loi est beaucoup plus vaste, mais parmi toutes ces lois, il y en est une qui nous dit, si furiosus escit astei custos nec escit, agnatum gentilumque in eo pecuniaque eius potestas esto, ce qui signifie, comme vous l'avez tous bien compris, si quelqu'un est furiosus, ou si quelqu'un est un furiosus, et s'il n'a pas de gardien,
qu'un agna, c'est-à-dire un membre de sa famille collatérale ou un membre de son clan, de sa gens, ait pouvoir sur lui et sur ses ressources. Alors je vous présente le texte latin parce que une donnée de base, c'est que l'histoire culturelle, l'histoire de la pensée, donc l'histoire de la médecine, ne peut se faire qu'à partir des notions originelles qui se traduisent toujours assez mal en français, et donc il faut toujours travailler sur les sources en langue originale. Alors, ce texte, c'est un texte dont la nature est complexe. La loi des 12 tables, comme vous l'avez compris, c'est un texte qui tient du genre des sources juridiques. C'est un texte qui met à l'écrit la coutume, c'est-à-dire le droit qui précédemment était oral, hein, qui se transmettait oralement entre initiés. Et donc c'est une mise à l'écrit de cette coutume qui est un droit réputé sans âge et sans origine. Et d'ailleurs c'est ce qui fait sa force de loi. Hein. Le droit fait autorité parce que justement il ne procède de personne, parce qu'il n'a pas un événement fondateur, mais c'est une norme, une règle qui en principe vaut de tout temps. Mais ce texte tient aussi d'un autre ordre de discours, il tient de la source législative. Et la loi, c'est pas tout à fait la même chose que le droit. La loi, c'est-à-dire ce que les Romains appellent la lex, c'est un type de formule qui énonce une norme nouvelle. C'est une innovation normative qui est donc instituée par un acte d'autorité. Et comme vous le savez, si vous observez un peu la vie politique contemporaine, lorsqu'il y a innovation législative, c'est en général pour répondre à une crise. Donc ça veut dire qu'une loi fait écho à une situation politique problématique, précisément dans le but de résoudre cette crise politique. Bref, on a affaire à un texte qui présente une première ambiguïté, qui réside dans le fait que c'est un texte à la fois juridique et politique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Là encore, ce n'est pas directement lié aux considérations qui nous intéressent aujourd'hui, mais c'est en référence à un défaut de méthode qui est assez fréquent dans l'histoire culturelle, qui consiste à placer sur un même plan deux sources de nature ou d'ordre de discours qui sont différents. C'est un piège redoutable dans lequel on tombe souvent en histoire culturelle, et moi-même hein, j'y suis souvent tombé. Ce réflexe consiste en définitive à mélanger les torsions et les serviettes, et il se trouve que dans le mouvement des studies qui s'impose à l'université de plus en plus, eh bien c'est un piège dans lequel on tombe assez souvent. C'est pour ça que je me permettais d'insister sur ce point méthodologique. Donc on a un texte hybride, à la fois juridique et législatif, qui présente un intérêt particulier. Alors pour l'histoire de la psychiatrie qui vous intéresse au premier plan, l'intérêt de ce texte est limité. On n'est pas dans le registre médical, on n'est pas dans des considérations relatives aux soins des malades et des maladies. Mais pour ce qui concerne la perspective de l'histoire sociale, politique et culturelle, c'est l'un des textes les plus importants. Par sa dimension, par son caractère fondateur, par le fait qu'il est assez long et par le fait qu'il dit en fait des choses tout à fait importantes qui seront le principe, l'archet hein, de tout ce qui va suivre dans la tradition juridique qui se met en place à Rome et dont nous sommes là pour le coup directement les héritiers. Et donc que dit ce texte? Il dit, si quelqu'un est furiosus, hein, c'est-à-dire si quelqu'un est fou, malade mental, et s'il n'a pas de gardien, eh bien qu'un proche prenne en charge la gestion de ses biens et de ses intérêts, en quelque sorte. Alors, premier point que l'on peut développer pour commenter ce texte. Je me fonde sur ce texte, mais une fois de plus, hein, c'est dans la mesure où il exprime de manière condensée les principes cardinaux qui se vérifient et qui se consolident dans toute l'histoire romaine. Premier point, donc, le mot employé. Le mot employé, c'est furiosus, que je n'ai pas traduit délibérément, parce qu'il est difficile à traduire ce mot. Alors furiosus, c'est un adjectif, si quelqu'un est fou, qui peut être substantivé, c'est-à-dire recevoir la valeur d'un nom commun, s'il existe un fou. Et donc on a affaire à un adjectif potentiellement substantivé qui est formé sur un radical, furor, complété par un suffixe, iosus. Alors ces considérations étymologiques ne sont pas, je ne les fais pas seulement pour le plaisir de l'érudition.
l'émission. Je les aborde parce qu'elles sont en soi significatives. Iosus ou osus, c'est un suffixe qui appelle naturellement les noms en or. Labor, le travail, donne laboriosus, laborieux. Amor, l'amour, donne l'adjectif amorosus. Dolor, dolorosus, tout ça est transparent, vous comprenez bien. Cette analyse, elle permet de confirmer, en fait, de manière, par effet retour, que d'abord, le radical qui est employé pour former l'adjectif est bien un radical en or, c'est-à-dire qu'il appartient à cette famille de termes qui désignent souvent des passions, ou en tout cas des mouvements qui emportent l'individu, qui relèvent d'un affect qui questionne, qui abolit même quelque part les ressources de la volonté. Et d'autre part, cette étymologie, elle permet de confirmer, si doute il y avait, que furiosus vient bien de furor et non pas de furie. Et là, je ne vais pas développer, mais c'est une manière de vous dire, de manière très rapide, que dans le monde romain, il n'y a aucune forme de mise en relation vérifiable de la maladie mentale avec des considérations surnaturelles. Donc ce mot de furiosus, qui renvoie à la notion séminale de fureur, c'est un adjectif qui, après la loi des 12 tables, dans toute la tradition juridique romaine, c'est un adjectif et c'est une notion qui va continuer à prévaloir très majoritairement dans les sources juridiques. C'est-à-dire, les sources juridiques, c'est plus de 200 textes latins qui développent le dispositif juridique en cas de maladie mentale. Cette constance lexicale renvoie au fait que la pensée juridique, qu'elle soit romaine ou française contemporaine d'ailleurs, que cette pensée juridique, elle a ses catégories propres, qui ne sont pas les catégories médicales, qui ne sont pas les catégories politiques, qui ne sont pas les catégories philosophiques. Et que cette pensée juridique, elle a, en plus de ses propres catégories, elle a sa propre rationalité. C'est-à-dire que penser un problème juridique, ça implique un mécanisme de pensée qui est spécifique, qui est codé, qui est puissamment normé et qui est le propre de la spécialité juridique. Or, cette raison juridique, eh bien, elle est stable dans le temps et je crois qu'elle continue à nous parler. Alors, dans toute cette littérature juridique, donc, qui est vaste, hein, plus de 200 textes, c'est beaucoup. Surtout par rapport au standard de l'histoire romaine, hein, la norme de l'histoire ancienne, c'est qu'on ignore tout et qu'on connaît 2-3 choses qui surnagent sur l'océan de l'oubli. Dans toute cette littérature juridique, à l'inverse, il n'existe qu'un seul texte que je ne fais pas apparaître là, c'est une erreur de ma part, mais il n'existe qu'un seul texte dans lequel on lit un juriste qui semble réfléchir à différentes espèces de folie. Il existe un texte d'un juriste célèbre qui s'appelle Ulpien, qui dit « Si une personne est furiosus, ou si une personne est demens, ceci, cela ». Et donc il établit une distinction entre différentes catégories de maladies mentales, qu'on pourrait traduire par s'il y a un aliéné ou s'il y a un démon. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte, c'est que si la distinction est faite, c'est pour l'écraser aussitôt. C'est précisément pour dire que cette distinction, elle n'a aucune valeur, qu'elle n'a aucun intérêt sur le plan juridique. Ulpien dit, si on a ceci ou cela, dans tous les cas, le régime à mettre en œuvre est le même. Donc il dit, la subtilité des classifications internes au champ psychiatrique ne sont pas pertinentes pour ce qui nous intéresse, nous, juristes, dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout ce qui compte, c'est l'état du jugement, du discernement du sujet de droit. Et le reste n'est pas pertinent dans un tribunal. L'inverse est vrai. La notion de fureur, qui est donc caractéristique du discours juridique, qui est propre, hein, qui a un ancrage juridique évident, c'est une notion qui est longtemps absente du discours médical. Alors là encore, l'affirmation a ses limites, il y a une exception. Tardivement, au 4e ou 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire tout à la fin de la période romaine à proprement parler, romaine classique, on a un médecin, Servius Aurélien, qui emploie cette notion de fureur comme traduction du concept de manie.
La manie étant, disons, la maladie mentale à l'état pur, pour le dire très simplement. Mais lorsque Caelius emploie ce terme, lorsqu'il y a une exception, eh bien l'exception s'explique et de ce fait confirme la règle. Pourquoi Caelius utilise cette notion? Eh bien, c'est pour une raison indirecte. Caelius Aurelianus, c'est quelqu'un qui a un langage sophistiqué, précieux, et donc il emploie non pas un vocabulaire grec spécifique, d'abord il a le souci de traduire le grec en latin, donc il n'emploie pas mania qui porte la signature de la langue grecque, il cherche un équivalent purement latin, et il trouve cet équivalent dans la langue noble qui est la langue de la tragédie. Or, la langue de la tragédie elle-même avait emprunté son concept à la langue juridique. La langue tragique romaine, latine, avait emprunté son propre vocabulaire à la langue juridique. Et donc c'est par ce biais-là, indirect, que la catégorie juridique se retrouve très tardivement dans un texte médical. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une spécificité des lexiques en fonction des registres de discours dans lesquels on se situe. Et cette spécificité est bien évidemment une source de difficultés. Et il faut l'avoir toujours en tête pour ne pas prendre les catégories du droit pour des catégories psychopathologiques. Alors dans ma thèse, pour... oui, le terme donc employé par Caelius, c'est... Furor. Furor, d'accord. Furor, qui est donc le radical de furiosus. Qui a donné fureur, mais fureur traduit mal parce que la fureur est une notion assez confuse qui relève du registre littéraire, disons, alors que le furor, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus spécifique. Bon, je traduis un peu le suspense, mais c'est ce que je traduis moi par aliénation comme concept juridique. Alors, sur cette notion de furor dans ma thèse, et dans la version que je m'apprête à publier, je propose une hypothèse qui est en fait une conjecture, disons-le tout de suite, c'est une conjecture qui est très fragile, mais que je vais oser publier parce qu'elle me semble en tout cas stimulante. Je pense qu'il existe une possibilité de rendre compte de cette notion de furor de manière positive, c'est-à-dire non pas par ce qu'elle n'est pas, non pas par ce de quoi elle se distingue, mais comment dire, je formule une conjecture qui vise à donner du contenu à cette notion. Il se trouve que le mot furor, c'est-à-dire les lettres F-U-R-O-R, comme simple acte de langage, comme simple énonciation, comme simple forme orale, c'est une forme qui a un homonyme dans la langue latine. En fait, dans la langue latine, il existe une autre forme furor qui signifie quelque chose qui n'a rien à voir avec la maladie mentale. En latin, il existe un verbe qui est le verbe furere, ce qui veut dire voler, dérober, ravir, qui est d'ailleurs passible, qui constitue un délit. Et ce verbe furere se conjugue, donc, bien évidemment, à la première personne, à la voix passive. Alors, pour être un peu clair, voler à la première personne à la voix active, je vole, ça se dit furo, je vole, enfin je crois. À la voix passive, il existe une autre conjugaison, furor, et furor, ça veut dire je suis volé. Je vole, je suis volé. Furo, furor. Je suis dérobé, je suis ravi, je suis dépossédé de moi-même. En quelque sorte. Alors vous voyez où je veux en venir. Je ne veux pas dire que furor, ça vient de là. C'est pas du tout mon affirmation. Non pas que je pense pas que ça vienne de là, mais c'est quelque chose qui est indémontrable. Et donc qui sera toujours indémontré, et donc je ne l'affirmerai surtout pas. Mais en tout cas, je constate qu'il y a une homonymie. Et l'hypothèse que je formule, c'est que cette homonymie est à minima suggérer une image dans l'emploi du terme de furor. Ce qui me conduit à dire ça, c'est pas seulement ce rapprochement, c'est que la langue latine propose aussi un certain nombre de paraphrases pour désigner la folie. Dans les sources latines, on lit parfois des auteurs qui veulent signifier « tu es fou » ou « quelqu'un est fou », et qui emploient des paraphrases. On n'emploie pas « furor », on n'emploie pas « dementia », on n'emploie pas d'autres mots, on emploie des paraphrases qui décrivent la situation. Et parmi ces paraphrases, on en a, alors je ne vous fais pas toute la liste, je vous donne deux exemples.
il y a une paraphrase qu'on retrouve assez souvent, notamment dans la comédie, qui est « suus non est ». Il n'est pas à lui, il ne s'appartient pas. Il y a une expression aussi qui n'est pas si fréquente que ça, mais qui n'est pas rare, c'est pas ce qu'on appelle un apax, c'est quelque chose qui revient quand même de temps en temps. C'est cette expression qui dit qu'une personne qui est en possession de ses moyens intellectuels est compos mentis, et qu'à l'inverse, quelqu'un qui déraisonne, qui perd sa raison, est impos mentis. Donc com pos, im pos. Pos, ça veut dire quoi? Pos, c'est le radical qui forme possession, posséder, donc détenir. Donc quelqu'un qui est compos mentis, c'est quelqu'un qui est en possession de sa mens, de sa pensée. Et à l'inverse, quelqu'un qui est impos mentis, c'est quelqu'un qui n'est pas en possession de sa pensée. Donc vous voyez que les paraphrases qui fournissent une sorte de description de l'état de folie, eh bien, emploient aussi régulièrement la métaphore propriétaire, en quelque sorte. Voilà. Donc à tout le moins, il y a une homonymie qu'il ne faut pas surinterpréter, mais on peut se demander si cette homonymie, par association d'idées en quelque sorte, n'a pas entretenu une conception essentiellement spatiale et propriétaire de cette notion de furor, qui est la notion séminale de la folie en droit romain, et plus globalement à Rome, cette notion qui est énoncée sous le concept de furor. Et donc c'est ce qui me conduit à privilégier en français la notion d'aliénation, pour traduire furor, quand bien même cette notion est tout à fait désuète, elle n'est plus employée, mais bon, là on fait de l'histoire, donc la désuétude d'une certaine manière est une vertu. L'aliénation, qui réfère au fait qu'on est ailleurs, qu'on appartient à autre chose, eh bien, est une forme de traduction que je trouve adéquate. D'autant plus adéquate que, justement, réserver aliénation au discours juridique permet d'employer d'autres mots pour traduire les catégories en médecine. Ce qui s'éclaircira peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors, je fais attention, ah oui, j'ai tendance à être beaucoup trop lent et beaucoup trop long dans mes considérations. Alors, deuxième point de cette première partie, pour entrer dans le contenu du droit, non plus seulement dans les catégories juridiques, mais dans les contenus du régime juridique de la folie à Rome, en matière de droit privé et de droit public, l'aliénation est l'objet d'un régime d'interdiction, d'un interdit juridique, d'un interdit légal, qui est particulièrement sophistiqué. Alors, là encore, il faut aller très vite parce que de 100 textes juridiques, c'est forcément plein de subtilités. Schématiquement, on pourrait dire que les nombreuses mesures qui portent sur les personnes en état d'aliénation, elles concernent trois grands domaines de la vie que le droit prend en charge. En priorité, le régime juridique de la folie concerne les affaires patrimoniales. Comme l'exprimait le texte que je vous projetais tout à l'heure, le furioso, c'est quelqu'un qui ne peut pas acheter, qui ne peut pas vendre, qui ne peut pas louer, qui ne peut pas tester, c'est-à-dire faire des testaments, qui ne peut pas contracter d'une manière ou d'une autre à sa guise. Bref, dans l'ensemble, on peut dire que le patrimoine de l'aliéné est gelé, que les actions nécessaires à l'entretien de ce patrimoine et par ailleurs de ceux qui dépendent de ce patrimoine, parce qu'on est dans un contexte où le patrimoine et la famille, qui correspond à un patrimoine, c'est une unité très large, beaucoup plus large que la famille nucléaire que l'on connaît. C'est un ensemble de dépendants, de cousins, d'esclaves, d'affranchis, etc. En fait, une famille, c'est une entité extrêmement vaste à Rome. Et donc, en matière patrimoniale, tout le dispositif juridique vise à geler le patrimoine, à assurer qu'il ne se délite pas, à assurer que, puisque quand on n'avance pas en recul, à assurer que toutes les actions, les transactions qui doivent être menées pour préserver, voire accroître ce patrimoine, soient malgré tout conduites. Et donc, ce soin, cette coura, est confié à un gardien ou à un tuteur, ça dépend des périodes. C'est ce qui fait que, très rapidement, les juristes romains mettent en place une notion de cura furiosi, donc de care des insane, en quelque sorte, et le care, c'est en premier lieu le soin du patrimoine. Deuxième secteur dans lequel que s'attache à réguler le droit romain en la matière, c'est les affaires non plus patrimoniales, mais matrimoniales. Je vous laisse méditer à cette distinction au prisme de la question du genre. Là aussi, l'aliénation
constatée chez un sujet a pour effet de geler les situations. Pour le dire simplement, l'aliénation empêche de se marier, que ce soit à sa propre initiative ou à l'initiative de son père. Mais, à l'inverse, l'état d'aliénation interdit aussi de répudier ou d'être répudié. Alors là encore, le droit romain, qui est un dispositif normatif rigoureux, est aussi, laisse aussi place à des adaptations avec la réalité. Et en l'occurrence, il est intéressant de noter que si le principe juridique est extrêmement clair, l'aliénation gèle la vie matrimoniale et le patrimoine, et bien malgré tout, le droit s'adapte aussi à l'urgence des situations, à la réalité, et exceptionnellement, eh bien, il arrive que les juristes autorisent le divorce unilatéral lorsque le conjoint fou, ou surtout lorsque la conjointe folle, devient particulièrement insupportable. Et puis le troisième secteur dans lequel le droit romain développe son régime civil de l'aliénation, c'est le domaine des affaires publiques. Alors dans le domaine des affaires publiques, le problème se pose moins qu'ailleurs. Le problème en quelque sorte de la folie des dirigeants, des personnes qui détiennent une autorité et un pouvoir, c'est un problème que structurellement la société romaine minimise. Enfin, non pas qu'elle soit minimisée par les individus, mais elle est minimisée par les faits. Pourquoi? Parce qu'à Rome, le pouvoir est exercé à l'époque de la République par des magistrats qui tournent tous les ans, grosso modo. Et dans l'Empire, où la magistrature est abolie dans sa substance, le pouvoir est assuré par des agents de l'empereur qui sont nommés et révoqués à la discrétion de l'empereur. Ce qui fait que le problème de la folie des dirigeants se pose peu, parce que un dirigeant est en place pour très peu de temps, que par ailleurs il est élu, donc il est évalué avant d'être élu. Et dans le cadre de l'Empire, eh bien, là encore, les agents du pouvoir ne sont pas protégés par un statut. Au contraire, par exemple, des enseignants-chercheurs de l'université. Donc, le problème de l'aliénation des dirigeants se pose peu. Il se pose dans certaines configurations, par exemple dans la tutelle. Les aliénés sont soumis à l'autorité d'un tuteur, mais le tuteur lui-même exerce donc un pouvoir et il est susceptible d'entrer en démence, ce qui est d'ailleurs sans doute assez fréquent lorsque la tutelle est confiée par des personnes qui deviennent âgées. Et là encore, eh bien, on constate que le droit romain prévoit une révocation ou une suspension de la charge de tuteur. Donc il y a un régime juridique qui est extrêmement cohérent, qui se décline dans les différents domaines que le droit a à prendre en charge, mais qui dans sa structure globale est stable et tout à fait cohérent. On peut souligner quelques éléments de ce régime, quelques éléments récurrents, quelques grands principes. D'abord, on observe que l'objectif structurant du droit en la matière, c'est de sauvegarder les intérêts propriétaires des familles, c'est de sauvegarder les patrimoines, les revenus, les successions, etc. Et ça vaut aussi bien pour la famille des aliénés, plutôt la familia, cette grande entité sociale qui est sous le pouvoir de l'aliéné, que ça concerne aussi la famille de ceux avec qui les aliénés interagissent. Donc il s'agit de préserver l'intérêt des familles, de toutes les familles. Ça, c'est l'horizon, d'une certaine manière, qui dicte la conduite du juriste. Le deuxième point qu'on peut relever, c'est que pour suspendre la capacité, enfin pour neutraliser le problème de l'aliénation, les juristes mettent en place, ou mettent en œuvre, un mécanisme d'ordre juridique. On est dans une technicité, là. Les choses ne se font pas au hasard. Et le mécanisme juridique qui est mobilisé, c'est que ce qu'on pourrait appeler la capacité d'action sociale. La capacité d'action sociale, c'est ce qu'exprime la notion de potestas, qui était présente dans le texte que je vous ai présenté. La potestas, qu'on traduit par pouvoir, mais pouvoir c'est un peu vague. Au sens juridique, c'est la capacité d'action sociale de l'aliéné, elle est suspendue. Elle est suspendue, mais elle n'est pas abolie. En réalité, l'aliéné reste titulaire d'une forme de capacité, d'une forme de potestas qui est passive. Concrètement, par exemple, ça signifie qu'un aliéné peut encore recevoir des legs, si c'est dans son intérêt. Donc il reste titulaire d'une capacité passive, tandis que sa capacité active, sa potestas active, l'essentiel de sa potestas, elle est transférée à un tuteur, et ceci de manière temporaire, à titre provisoire, c'est-à-dire aussi longtemps que dure l'aliénation.
les textes juridiques sont extrêmement insistants sur cet aspect de l'aspect temporaire de la suspension de la potestas de l'aliéné. C'est quelque chose qui surprend, qui interpelle, ce qui justifie cette insistance sur le caractère provisoire de la tutelle, c'est que le juriste n'a pas à se prononcer sur la question de la curabilité. En fait, les juristes ne postulent pas que le trouble va prendre fin. Il affirme que ce n'est pas de son ressort et que dès lors que le trouble prendrait fin, eh bien, le régime juridique est levé. Là encore, cette insistance donc, est particulièrement stimulante pour penser les rapports du traitement juridique et du traitement médical de la maladie mentale. Et puis, dernière chose qu'il est important de dire là, sur un plan plus social, le texte des 12 tables n'est pas explicite à ce sujet, mais il donne quand même un indice. Dans l'Antiquité, les aliénés ne sont pas soumis à un grand renfermement de type foucaldien. Et pour cause, dans l'Antiquité romaine, en tout cas jusqu'au tout dernier siècle de l'Antiquité romaine, c'est-à-dire jusqu'à l'époque chrétienne en fait, il n'y a pas à Rome d'institution de vie collective. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de prison. Enfin, il y a des prisons, mais ce n'est pas des prisons où on enferme les gens de manière durable, c'est des lieux d'incarcération temporaire en attente de jugement, etc. Donc il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de grandes institutions d'éducation, etc. Et donc, il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques non plus, puisqu'il n'y a pas d'hôpitaux tout court. Mais, ceci étant posé, les aliénés sont bien placés sous une surveillance, non pas dans un cadre public, parce que ça n'existe pas, mais dans un cadre domestique. Ils sont sous la garde d'un custos, d'un gardien. Et dans les faits, à force d'hypothèses, on peut même considérer que ceux qui divaguent, ceux qui dans leur maladie on va dire, se déplacent et sont susceptibles de commettre des actions qui peuvent poser problème d'une manière ou d'une autre, eh bien ceux qui divaguent sont enfermés chez eux. Ils sont mis au lien pour leur sauvegarde, pour la sauvegarde des autres, pour la sauvegarde de leur patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qu'explicitera un texte tardif de l'empereur Marc Aurèle. Donc, il n'y a pas de grand enfermement, mais il y a un enfermement qui est, on va dire, originel, indépassable dans le traitement de la maladie mentale à Rome. Et je serais tenté de dire que c'est la même chose en Grèce, mais c'est une autre question. Troisième et dernier point, en fait, cette première partie est le cœur de ma communication, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous retenir jusqu'à minuit. Sur le plan pénal, le droit romain développe aussi un principe d'irresponsabilité qui est en cohérence avec la suspension de la potestas qu'on a pu observer dans le registre civil et privé, et qui mérite d'être développé à part, d'abord pour son actualité, et aussi parce que c'est un principe qui a longtemps été mal interprété, qui a été l'objet de beaucoup d'équivoques, et dont l'examen, là encore, est instructif. C'est une matière que je trouve particulièrement intéressante, et puis bon, l'aspect, les questions pénales interpellent toujours davantage que les questions de droit privé. Alors en matière pénale, donc, la capacité d'action publique, donc la potestas des aliénés, elle est elle aussi suspendue. On dit que les actes des aliénés ne leur sont pas imputables. C'est le terme technique qu'on emploie, en tout cas en français. Alors ce principe, le fait que un aliéné n'est pas responsable pénalement de ses actes, c'est un principe qui apparaît très tardivement dans les sources romaines. C'est un principe qui apparaît en particulier dans un texte assez célèbre, assez riche, de Marc Aurèle, Edusius Verus, qui date du IIe siècle de notre ère et dont Mauternon a dû vous parler d'ailleurs l'année dernière, parce que ce qu'énonce ce texte est encore valable, préside encore aux normes du droit romain dans le contexte du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque moderne jusqu'à la Révolution. C'est en français ? Non, c'est un texte de loi, c'est une loi, oui, pardon, c'est une loi de Marc Aurèle, enfin des Divui Fratres, mais derrière Divui Fratres, il faut reconnaître Marc Aurèle et son frère Lucius Verus. Et donc c'est un texte juridique qui pose que les criminels aliénés ne sont pas
susceptible de recevoir une sanction pénale. Alors, ce texte, c'est un texte qui... donc c'est une loi. Et comme je vous disais tout à l'heure, une loi, ça n'apparaît pas à n'importe quel moment. Une loi, ça apparaît quand le législateur ressent le besoin de légiférer. Comme, d'une certaine manière, on a affaire à une anticipation de la loi Dupond-Moretti. Et alors, ce texte, il évoque le régime pénal de la folie, c'est-à-dire l'irresponsabilité. Il développe même très abondamment et très précisément le contenu de ce régime d'irresponsabilité. Et il le fait en rapport avec un crime particulièrement odieux aux yeux des Romains, qui est le parricide. Alors, dans notre société, le parricide, c'est un crime qui n'a plus la même importance cardinale que c'était le cas dans la société romaine. Pour vous le dire très simplement, la société romaine, c'est une société qui est instituée à deux niveaux, la famille et la cité. Or, dans la famille, l'autorité, le pouvoir, vraiment au sens institutionnel du terme, c'est le père, le pater familias. Et la cité, d'une certaine manière, c'est un agrégat de famille, et donc c'est l'accord des pères qui organise une manière de mettre en commun leur puissance autour d'intérêts matériels, diplomatiques et militaires collectifs. Donc le pater, c'est à la fois l'institution ultime de la famille et l'élément de base de la République, de la démocratie romaine. Donc le parricide, le meurtre du père, que ce soit d'ailleurs en Grèce, que ce soit en Rome ou en Grèce, c'est le crime presque politique. Non seulement c'est un crime familial, c'est un crime de sang, mais en plus c'est un crime politique, et donc pour ces raisons-là, il revêt un caractère particulièrement monstrueux. Et donc c'est en réponse à un parricide que le législateur, l'empereur Marc Aurèle, en vient à formuler ce texte essentiel sur l'irresponsabilité pénale des fous. Dans ces circonstances, ces circonstances-là, le fait qu'on ait affaire à un crime si grave, si monstrueux pour les Romains, ça nous incite à penser, et c'est évident, mais en fait lorsqu'on prend ce texte-là au départ, c'est pas forcément ce vers quoi on va, et d'ailleurs les spécialistes du droit souvent ne sont pas allés dans cette direction. Mais ce qu'on comprend, c'est donc que le fait que Marc Aurèle développe le régime pénal de l'irresponsabilité à propos d'un crime de cette importance-là, eh bien ça nous induit à comprendre que le régime d'irresponsabilité pénale n'est pas inventé à ce moment-là, mais que l'enjeu dans ce texte, c'est de le défendre, et de le défendre comme un principe indépassable. En gros, mon propos est un peu confus, mais ce que je veux dire par là, c'est que le contexte permet de comprendre que ce texte-là n'énonce pas un principe nouveau, mais défend un principe précisément parce qu'il est mis à mal, qu'il est contesté. Et Marc Aurèle défend ce principe parce qu'il n'a pas le choix, parce que ce principe, il est incontournable. Ça ne peut pas être remis en question, pas plus d'ailleurs que ce principe ne peut être remis en question à la suite de l'affaire Miricoud. On comprend donc que ce principe est indépassable, qu'il est consubstantiel au droit, que sans ce principe, il n'y a pas de droit. Mais on comprend aussi simultanément que dès cette époque, la monstruosité des crimes scandalise l'opinion publique, et que dès cette époque, le scandale conduit l'opinion publique à mettre en cause l'état de droit. Donc on a un texte qui, dans le fond, lorsqu'on le prend vraiment dans sa complexité, est en fait particulièrement éclairant des différents enjeux, des différentes contraintes qui pèsent sur les juristes qui défendent et qui conçoivent ce régime. Bref, donc à partir de là, donc je vous disais que le texte était tardif, et j'insistais dessus, pas sans raison, j'insistais dessus pour pouvoir vous dire désormais que le silence des sources antérieures, le silence des sources du 1er siècle de notre ère et de tous les siècles républicains, c'est pas un silence qui doit être interprété comme le signe d'une absence de régime d'irresponsabilité pénale des fous, c'est plutôt un silence qui est significatif de l'évidence
de ce principe, qui est évident au point qu'on n'a pas besoin de l'expliciter, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été explicité, hein. Une fois de plus, on a perdu l'essentiel des textes. Mais ça nous conduit à réfléchir à la nécessité systémique du principe d'irresponsabilité pénale des fous, dans le cadre d'un édifice juridique qui est cohérent et qui repose entièrement sur les principes de volonté, d'imputation, de responsabilité. Pour le dire encore d'une autre manière, il n'y a pas de droit sans sujet de droit. Le droit se rapporte toujours à un sujet, à un acteur. Et le fait qu'on ait un sujet de droit implique de pouvoir prendre en compte sa subjectivité, ses particularités, les circonstances de sa personnalité et de ses actes. Et donc, ça implique que l'existence même d'un droit et d'une justice, hein, qui ne soit pas l'application mécanique de règles extérieures, enfin qui ne prennent pas en compte l'individu, eh bien ça impose le principe d'irresponsabilité pénale. Donc il est, ce principe, en quelque sorte, je dirais qu'il est la racine cachée de tout l'édifice juridique, et cette racine cachée, son importance, elle se vérifie par le fait que, dans le fond, la non-imputabilité qui vaut dans le domaine pénal, elle se retrouve tout à fait de la même manière dans le domaine du droit public, du droit privé, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce régime qu'on trouve dès le 5e siècle avant notre ère, dans le premier texte de l'histoire romaine, en fait. Voilà. À ce sujet, une fois de plus, sans m'attarder là-dessus, mais mes nouvelles recherches me conduisent à penser que ce principe-là, il est en fait commun à l'ensemble des droits méditerranéens auxquels se rattache le droit romain, qui n'est qu'une espèce parmi un genre plus vaste. Et en tout cas, ce que je lis aujourd'hui du droit grec vérifie que le principe de l'irresponsabilité est tout aussi fondamental dans les cités grecques. Deux dernières remarques qui résonnent avec les débats contemporains sur le traitement judiciaire de l'aliénation. D'abord, si l'auteur des faits criminels dans la justice romaine échappe aux châtiments qui sont prévus par la loi dès lors que son crime est commis sous l'effet de l'aliénation, si donc, le fou criminel n'est pas exposé à une peine, il est en revanche enfermé probablement à vie dans des conditions rigoureuses qui cependant dépendent de la famille. Bref, c'est bien la folie, c'est bien par la folie qu'est inventé l'enfermement durable. Donc, tout à l'heure, je contestais d'une certaine manière l'une des grandes hypothèses de Foucault sur la question du grand enfermement, mais j'y reviens de manière plus empathique désormais, puisque c'est bien, enfin, d'une certaine manière, c'est bien l'enfermement des fous qui va constituer l'une des formes préalables à l'enfermement durable qui se banalisera dans le développement de la peine de prison, qui est donc un type de peine étranger au monde ancien. La deuxième remarque intempestive, vers quoi ces considérations me conduisent, c'est que les sources grecques et romaines, les plus archaïques, les plus anciennes, elles expriment de manière très claire un autre enjeu des conséquences du crime commis par un fou. J'emploie le terme de manière... je regrette cette expression, mais elle est commode. En matière pénale, l'aliénation déjudiciarise. Elle fait sortir du système judiciaire. Il y a non-lieu, en quelque sorte. Il n'y a pas crime dès lors qu'il n'y a pas volonté criminelle. Et ces sources romaines, donc, elles sont extrêmement claires pour dire que ce principe, il relève de la plus haute nécessité juridique. Mais les sources archaïques nous disent aussi que cette excuse pénale, elle ne préjuge pas des autres dimensions de ce qui fait suite à un crime. Sur le plan privé, l'excuse pénale ne préjuge pas du besoin de fournir une réparation, une compensation. Et par ailleurs,
cette excuse pénale, elle ne préjuge pas du besoin d'assurer une réconciliation rituelle sur le plan de la religion civile. Elle ne préjuge pas de la nécessité de mettre en œuvre des actes qui autoriseront d'une certaine manière la famille de l'acteur à la famille de la victime, sans même parler de la réconciliation de l'auteur avec lui-même. Et si j'insiste là-dessus, hein, sur le fait que la postérité d'un crime relève de différents espaces normatifs et que le régime pénal n'épuise pas les différentes suites à donner à un acte fou, eh bien c'est parce que je crois que dans le fond c'est à ce registre-là, en particulier le registre de la compensation rituelle, que faisait référence le président Macron lorsqu'il évoquait à propos du procès Mireille Knoll un besoin de procès. Et il a existé pendant longtemps l'habitude de conduire des procès judiciaires, quand bien même on savait que les personnes mises en cause bénéficieraient d'un régime d'exception. Il y a cette dimension rituelle qui est un peu tenue à l'écart de la société contemporaine, et pourtant régulièrement on la sent ressurgir comme quelque chose de toujours présent. Alors, j'en viens à la deuxième partie. En fait, je vais passer dessus. Je vais passer sur la deuxième partie. Oui. Non, c'est pour savoir combien de temps il faut rester. Je vais aller très très vite sur le reste. Je peux même terminer maintenant, d'ailleurs, parce que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Ouais. Alors, je vais aller hyper vite. D'ailleurs, je vais complètement passer là-dessus. Je vous dis juste un mot sur la question médicale. Au commencement de nos sources, et donc d'une certaine manière au principe de la culture romaine en matière de folie, il y a le soin légal des aliénés, donc la cura furiosa. À partir du IIe siècle, Rome découvre un nouveau domaine de pensée et de pratique qu'on appelle la médecine grecque, précisément la médecine savante, la médecine élaborée, la médecine doctrinale, théorique, construite, et à partir de là, un deuxième traitement, une deuxième cura, une deuxième cure se met en place, qui est, qu'on pourrait traduire par psychiatrie, et qui s'exprime dans les sources, en tout cas dans une source, sous la notion de curatio insanorum. Donc à côté de la cura furiosi, hein, le traitement juridique des aliénés, il y a la curatio, c'est-à-dire cette fois-ci la thérapeutique, des insanorum. Insanorum, c'est un autre, l'insania, c'est la deuxième notion séminale de la folie à Rome, mais qui réfère cette fois-ci non pas au domaine juridique et par suite au domaine tragique, mais qui réfère au domaine médical et par suite au domaine comique. C'est une histoire, cette histoire du traitement médical des malades mentaux, c'est une histoire qui est assez bien renseignée dans les manuels. C'est d'ailleurs une histoire qui est assez peu romaine, hein, puisque la médecine romaine sera toujours une médecine grecque, en quelque sorte, c'est une médecine de langue grecque, de catégorie grecque, de conception grecque, et donc c'est ce qui me permet de passer dessus avec une grande tranquillité d'esprit. Et non, mais je vous en dirai quelques mots si vous avez des questions. Non, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. S'il y a des questions, j'y répondrai volontiers, mais parce que là, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Non, en fait, ce que je vous aurais dit, c'est quelles sont les grandes catégories. Il se trouve qu'il y en a 3, et la spécificité. À propos des catégories. Dans la pathologie grecque, dans le classement des maladies grecques, les maladies qui relèvent de la psychopathologie, enfin les différents concepts de maladies mentaux, sont complètement disséminés dans la pathologie générale. On les retrouve un peu partout. Ce qui est étonnant, enfin, ce qui interpelle à Rome, c'est que les sources en latin, alors que les médecins eux-mêmes exercent en grec, quand il y a des sources en latin, c'est-à-dire quand des gens ressentent le besoin d'écrire en latin pour des gens qui ne sont donc pas des médecins, on observe une tendance de la littérature romaine à rassembler les différentes catégories de la psychopathologie en un tout soit cohérent, soit les sources tirent des liens un peu plus fermes et un peu plus étroits entre les différentes catégories. Donc il y a en quelque sorte une forme d'homogénéisation, de rassemblement de la psychopathologie dans le monde, dans la littérature latine, qui entre en contradiction avec ce que l'on constate dans la littérature de langue grecque et dans la littérature vraiment technique. J'ai formulé 2 hypothèses à ce sujet. Je pense qu'il y a pour une part une influence
du discours profane. Ceux qui écrivent en latin, c'est pas véritablement des médecins, et je pense que le point de vue profane tend à donner davantage d'importance aux symptômes, et d'une certaine manière favorise ce regroupement catégoriel. Et une deuxième hypothèse, mais alors là, qui est très fragile, mais qui m'est venue en tête plus récemment en travaillant justement sur Celius Aurélien, je me suis demandé à quel point le fait que la pensée romaine soit fondamentalement informée par l'horizon juridique n'avait pas aussi contribué à favoriser cette unification. Le furor, potentiellement, s'applique à une vaste gamme de formes pathologiques, et donc cet horizon qui est social, qui est centré sur le symptôme, aurait aussi pu avoir une sorte d'influence. Voilà. C'est des choses, ça c'est des hypothèses ouvertes qui restent à vérifier, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Les théories, elles sont extrêmement bien connues et elles sont de matrice grecque. Une chose qui est intéressante à Rome, justement, parce que là je suis dans l'histoire romaine, ce qui est intéressant à Rome, c'est de constater que les médecins se crêpent en permanence le chignon sur des conflits sectaires, d'explications théoriques, voire métaphysiques des maladies. Mais ce qui est remarquable, c'est que sur le plan des traitements, tous les médecins sont à peu près d'accord sur l'ensemble de la thérapeutique. Donc il y a à la fois des désaccords profonds sur le plan théorique de l'explication des maladies, et ça a peu de conséquences, très peu de conséquences, sur les traitements qui sont proposés. À ce sujet, il y a un traitement qui est vraiment significatif qui s'appelle la gestatio. Alors pour renouer avec mes considérations sur le furor de tout à l'heure, la gestatio, tout simplement, ça désigne ce qu'on appelle le mouvement passif. Vous déplacez quelqu'un dans un fauteuil roulant, dans un lit suspendu, éventuellement dans une voiture ou un bateau. Vous imprimez du mouvement au corps, mais sans que le corps soit lui-même l'acteur de son mouvement. C'est censé en quelque sorte secouer l'individu, mais de manière douce, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la gestatio, c'est aussi un terme qui sert à désigner la gestation, en fait, le fait de porter un fœtus et puis ensuite de porter un nouveau-né. Alors j'ai choisi pour l'instant dans ma traduction des textes latins de traduire ça par bercement. Je ne sais pas si l'éditeur l'acceptera, mais je trouve que c'est suggestif qu'on soigne les fous par des positions qui le mettent dans la situation d'un retour en enfance. Voilà pour les... Ah oui, puis dans les traitements, une autre chose, hein, on part souvent du principe que les anciens étant des barbares, ils traitaient la folie par l'incision du crâne, la lobotomie, etc. Pas du tout. La chirurgie, il n'y a pas de traitement chirurgicaux de la folie, sauf si on place la saignée parmi, la phlébotomie parmi les traitements chirurgicaux, mais là, la phlébotomie c'est un traitement majeur. Je crois que son intérêt principal c'est d'assommer les patients, en quelque sorte. C'est une sorte de camisole chirurgicale. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de chirurgie de la folie. Et une dernière chose que j'aurais pu dire dans cette partie, une fois de plus, et c'est que j'insiste un peu lourdement et peut-être hors de propos, mais une fois de plus, il n'y a pas spécifiquement de médecine religieuse de la folie, il n'y a pas spécifiquement d'explication religieuse de la maladie mentale. La religion et la sphère de la maladie mentale sont assez hermétiquement séparées l'une de l'autre, à Rome. Le troisième point, là encore, je vais traiter ça très vite. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la folie comme métaphore. C'est un point qui est passionnant parce que d'abord il est très abondamment traité par les sources romaines et parce que d'une certaine manière on est nous, contemporains, constamment plongés dans ce problème des mésusages de la notion de folie, ou plutôt de l'usage de la notion de folie qui fait référence de manière abusive à la notion de maladie mentale. Là on est vraiment dans le flou de ce qu'est cette notion de folie, et je crois que travailler sur la base des sources latines, ça permet de mettre de la clarté dans ce flou. En fait, quand on étudie les sources latines en suivant de près l'usage du vocabulaire et l'usage des formules littéraires, on peut comprendre assez précisément ce qu'est cette confusion
qui règne autour de la notion de folie, qui regroupe sous un même ensemble des situations tout à fait concrètes auxquelles vous êtes confrontés chaque jour, qui laissent place à peu d'ambiguïté, les juristes également, et de l'autre côté, des réalités qui souvent d'ailleurs ne sont pas des réalités. Enfin, la folie, c'est aussi des formules, des formes esthétiques, des idées, des images, qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec les réalités des juristes et des psychiatres, et qui pourtant comment dire, collent constamment aux semelles de la notion de folie. Alors, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus claire. L'une des idées directrices de mes recherches, c'est que la langue latine et la culture latine, elles, font place en fait à deux grands modèles de folie qui en fait sont assez clairement distincts l'un de l'autre. L'un de ces deux modèles, c'est donc celui qui regroupe l'aliénation des juristes et la maladie mentale des médecins, et qui correspond en quelque sorte à la folie au sens propre. C'est le modèle dont je viens de parler dans la première et assez rapidement dans la deuxième partie de ma présentation. À côté de ça, il existe un second modèle, un deuxième modèle, non même un second modèle, parce qu'il est cohérent, qu'un juriste italien, Enzo Nardi, a qualifié de folie per modo di dire, c'est-à-dire pour ainsi dire, et qui rassemble tout un ensemble de folies donc, au sens figuré, par opposition au sens propre. À quoi je pense? Je pense à la déraison, à cette idée de déraison qu'on retrouve dans les arts, qu'on retrouve dans la littérature, dans la philosophie, Michel Foucault étant aussi et avant tout philosophe, dans le discours politique, etc. On a affaire là à une forme de déraison, à une idée ou une image de déraison, à une notion qu'il ne faudrait pas confondre avec la folie au sens propre, même si, et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler, même si cette distinction radicale reste souvent assez confuse dans tous les travaux d'histoire de la folie. Pour schématiser les choses, je vous propose ce tableau. Le modèle, ce que j'appelle le modèle A, le modèle fondamental, le modèle de la folie au sens propre, s'oppose à un modèle de folie au sens figuré. Le premier modèle, la folie dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est constatée à partir d'un examen de la personne. La seconde, la folie dont on parle en philosophie, en tragédie, en comédie, en discours politique, elle est constatée à partir du fait. Ce fait-là m'incite à dire « tu es fou, il est fou ». Et je ne peux ne pas connaître la personne. C'est le simple fait, c'est le simple acte dans sa singularité qui me conduit à poser ce constat. Dans le modèle A, dans le modèle de la folie au sens propre, on a affaire à un trouble qui est supposément logé dans le corps et qui relève par ailleurs davantage de la cognition. Dans la folie au sens figuré, qui est celle de la comédie, de la tragédie, du discours politique, etc., c'est un trouble qui est regardé comme un trouble de l'âme, de l'esprit, et qui relève davantage de l'émotion. La folie au sens propre est considérée comme un défaut, un manque, quelque chose qui affaiblit l'individu, qui le met dans une situation exceptionnelle et qui justifie la bienveillance. A l'inverse, dans le modèle figuré, eh bien, cette folie est considérée comme un excès, justifie une sanction. C'est-à-dire que sur le plan normatif, la folie au sens propre excuse, tandis que la folie au sens figuré, elle accuse. Elle met en cause. Cause, ça vient de causa, c'est-à-dire le procès. La folie au sens propre sort du procès. La folie au sens figuré, eh bien, justifie un procès, non pas un procès juridique, mais un procès moral, un procès d'intention. Ça constitue une sorte de charge, en quelque sorte. Être fou, c'est ça contribue à noircir le portrait de la personne que l'on prend pour cible. Donc, le premier justifie la bienveillance, le deuxième justifie une forme de sanction, sociale en tout cas. Et surtout, il existe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un modèle qui relève de la médecine et du droit, et un autre modèle qui relève du discours poétique, du discours philosophique et du discours politique. Alors ça, c'est la présentation un peu générale de ces deux modèles, dont je vous dis très brièvement deux mots. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que je ne vais pas dire, donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce second modèle de folie, donc la folie au sens figuré, c'est un modèle qui est omniprésent dans la littérature et dans les arts de l'Antiquité. C'est-à-dire dans l'esthétique
grecque et dans la poétique grecque, qui sont elles-mêmes la matrice de l'esthétique latine et de la poétique latine. Or, pour comprendre de quoi il s'agit lorsqu'un tragédien ou un comédien parle de folie, eh ben, il faut partir de la question de savoir ce qu'est la littérature et ce que sont les arts. En réalité, quand on examine les choses, et là je vous passe toute la démonstration, la folie comme élément de la poétique, c'est-à-dire comme vocabulaire employé dans les littératures de divertissement, dans les littératures de méditation, c'est un outil qui est purement littéraire, qui est au service des fins propres de la littérature et qui se conçoit donc clairement lorsque l'on réfléchit à la fonction de la littérature, de la tragédie et de la comédie, et non pas lorsqu'on cherche à en tirer des conclusions sur les questions médicales, les questions psychologiques, les questions de prise en charge sociale et tout ça. Et c'est ce qu'exprime bien Florence Dupont dans ce livre que je citais en bibliographie. Or, en la matière, le champ littéraire il est subdivisé en deux grands genres, comme l'explique Aristote. Le genre comique et le genre tragique, deux genres qui sont à la fois très différents l'un de l'autre et en même temps qui se conçoivent l'un par rapport à l'autre. Pour le dire très simplement, la comédie c'est une forme de parodie de la tragédie, donc il y a à la fois une opposition structurelle et en même temps un lien systémique entre les deux. Et donc cela me conduit à énoncer le simple constat qu'il existe en fait deux poétiques de la folie qui sont un peu différentes l'une de l'autre. Dans la tragédie et les genres affiliés, l'épopée, la poésie lyrique, etc., et bien, enfin, c'est-à-dire toutes ces littératures mythologiques, la folie, par excellence, c'est le furor tragique, dont je ne vous dis rien parce que Florence Dupont en dit des choses très précises et intéressantes. Bon, c'est un furor qui sert à penser en gros la condition humaine et la condition politique, et donc c'est un support à méditation poétique. Dans la poétique de la comédie, au contraire, qui est aussi la poétique de la satire ou la poétique du roman, là on a un usage complètement différent de l'idée de folie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la notion de furor qui est utilisée par emprunt au langage juridique, mais c'est au contraire la notion d'insania qui est employée par emprunt à la pensée médicale. Et là on voit que la folie, vous vous en rendez compte en fait quand vous allez voir un sketch, un film comique, vous lisez un texte humoristique, la folie est en réalité une forme assez présente, soit dans des cas de comique de situation, une situation folle, on dit « ah mais c'est fou !» Eh bien en fait on pointe une rupture dans l'ordre de la raison, de la logique, qui est une rupture analogue à la rupture burlesque. Donc c'est un élément qui est mobilisé dans le comique de situation pour aider l'auditeur à bien comprendre qu'on a affaire à une situation comique. On a un autre type d'emploi dans le comique de vocabulaire. Vous connaissez toutes les appellations comiques de la folie, zinzin, taré, tout ça. Bon, il y a des équivalents dans la langue latine. Et puis, il y a bien évidemment un certain nombre, c'est le troisième usage, il y a tout un ensemble d'usages parodiques, à commencer par la psychiatrie et le discours philosophique sur la sagesse et la folie. Les comiques aiment beaucoup prendre pour cible les psychiatres et les philosophes dans les discours qu'ils tiennent sur la folie. Voilà, donc dans tous les cas, on a affaire à une folie littéraire qui est d'un registre bien particulier, qui n'est pas un concept scientifique ou médical, qui n'est pas une qualification, une catégorie juridique, mais qui est vraiment ce qu'on peut appeler une forme poétique et esthétique. C'est une image, c'est une figure de l'art de parler, c'est une figure de l'art de s'exprimer sur scène ou d'écrire, et c'est donc ça correspond à ce que l'historien d'art Bill Warburg appelle une formule d'émotion, c'est-à-dire une image qui n'a pas de contenu explicite, mais qui est destinée à convoquer un imaginaire plein de suggestions. Et donc, ça m'amène au tout dernier point sur philosophie, sur folie politique et folie philosophique. En lien avec cette littérature, la littérature comique et la littérature tragique, elle constitue la culture commune des orateurs. Un orateur, Cicéron, est pétri de littérature comique et tragique. Et donc, l'art oratoire est pétri de références à cette littérature que tout le monde reconnaît. Avoir un discours efficace, c'est faire des références plus ou moins allusives à des grandes œuvres
ce qui contribue à la dérision de l'adversaire ou au contraire à la dramatisation de la charge qu'on porte contre lui. Et donc en lien avec cette valeur essentielle de la littérature, eh bien, la philosophie et le discours politique développent leur propre discours sur la folie, c'est-à-dire sur la déraison. Alors, et ça c'est quelque chose qui résonnera avec la dernière séance du séminaire cette année. Trois petites choses à dire. La déraison, c'est donc une notion cardinale de la pensée philosophique, puisque la philosophie, c'est l'art de la raison, et donc la déraison, c'est ce qui permet de définir les limites du champ philosophique. Ce qui revient à dire tout simplement que si les philosophes s'intéressent à la déraison, c'est en tout premier lieu parce qu'ils s'intéressent à la raison. Donc il y a, si vous voulez, une forme de finalisme qui conduit à prendre avec des pincettes ce qu'un philosophe énonce en matière de déraison. La deuxième chose à dire, c'est que historiquement, dès le départ, la philosophie conçoit son domaine propre, qui n'est pas très clair. Je ne sais pas si vous-même vous serez capable de me dire ce que c'est que la philosophie, mais c'est quelque chose d'un peu confus, et les philosophes eux-mêmes ont souvent eu quelques difficultés à concevoir et à expliquer ce qu'était leur domaine spécifique de compétences. Et pour s'aider dans cette démarche, les philosophes ont souvent pensé leur pratique et leur activité en relation à la médecine, dans une analogie à la médecine. La philosophie, c'est une médecine de l'âme, ce qui conduit les philosophes à concevoir la déraison comme une maladie de l'âme. Mais ce qu'il faut conserver à l'esprit, c'est qu'on est là dans le registre de l'analogie, de la métaphore, et à aucun point, en réalité, on me dit, les sources romaines et grecques ne confondent la maladie de l'âme et la maladie mentale, qui, elle, ne relève d'aucune manière du domaine de la philosophie. Donc voilà, c'est en lien avec ces considérations qu'il faut prendre, qu'il faut penser l'omniprésence de l'image de la folie également dans la littérature politique. J'imagine que vous connaissez un peu vaguement de loin, par exemple, l'image des empereurs fous, Caligula, Néron, etc., qui chantent en voyant Rome brûler. Bon, c'est des individus qui, sauf preuve du contraire, n'avaient rien de fou au sens pathologique et psychiatrique du terme. C'est la référence à... Non, mais j'en suis certain, ou presque. Mais c'est en référence... Enfin, c'est la mobilisation de l'expressivité tragique et comique et des métaphores philosophiques qui incite, enfin qui conduit les orateurs et les auteurs de littérature politique à développer cette forme, mais qui elle aussi se comprend de manière assez articulée dans le contexte de l'action politique. Voilà. Et pour conclure, dans ce contexte-là, dans le contexte politique, l'image de la folie est donc une pure catégorie d'expression et de dénonciation qui se nourrit d'un certain nombre de références et qui est dans le registre de l'analogie, mais d'autre part, mes recherches m'ont aussi conduit à identifier une valeur, un sens plus positif à cette idée de folie, qui donc n'est pas d'ordre psychiatrique, mais qui est d'ordre théologico-politique. Dans le fond, celui qui mérite d'être accusé de folie, chez les Romains, c'est le despote, c'est le fauteur de coups d'État, c'est le parricide également, non pas avant son acte, mais après son acte, tourmenté par la monstruosité de son acte, le parricide est pris de folie, mais ça vient après. Celui qui mérite d'être accusé de folie, dans tous les cas, c'est celui qui semble porter le conflit politique normal, ordinaire, à un niveau d'intensité qui est tel que le conflit déborde les institutions et que les cadres du conflit politique, c'est-à-dire les cadres qui permettent une confrontation pacifique avec négociation d'un compromis, d'un consensus, etc., eh bien, ces cadres même semblent menacés de craquer et donc de donner lieu à la guerre civile. Il y a en fait, si vous voulez, une constance. Les personnes qui sont accusées dans la sphère politique de folie sont toujours dans des situations où ce sont les cadres de la vie politique qui semblent menacés dans leur existence elle-même. Et donc, dans ce genre de situation de crise, eh bien, de fait, ce que nous disent aussi les discours politiques, c'est que le corps civique, ou que la tête de ce corps civique, échappe bel et bien au contrôle de son conseil, de son jugement. Par là, il faut comprendre le Sénat, qui est le conseil. Bref, la cité est bel et bien malade, et d'une manière générale, là encore, toute la pensée politique est souvent conçue dans une
à partir du vocabulaire médical. Pourquoi je développe tout ça? Eh bien tout simplement parce qu'à mon sens, c'est dans ce registre théologico-politique qu'il faut aussi comprendre la folie nécessaire, c'est-à-dire déduite de l'acte d'un Trump ou des djihadistes, telle qu'elle est énoncée, telle qu'elle est suggérée dans la sphère médiatique souvent, ou même dans les discussions communes. Or, cette folie dont on peut rendre compte en fait à partir de la tradition de la littérature politique, c'est une folie qui renvoie en fait à toute une société malade, voilà, et qui reste de cet ordre métaphorique. Voilà, cette conclusion est un peu rapide et confuse, mais voilà, je voulais juste vous dire que en fait, les sources latines nous sont aussi d'utilité pour comprendre ces mésusages en quelque sorte de la psychiatrie dans la sphère publique. Merci pour votre patience. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant, très dense, très riche, mais vraiment passionnant. Effectivement, on a envie de poser une dizaine de questions pour approfondir un certain nombre de points. Moi, j'aurais peut-être juste un pour commencer, sur cette notion de cura furiosi, et donc que vous traduisez plutôt donc par aliénation plutôt que par fureur, c'est ça? Oui. Il n'y a pas du tout de lien qu'on puisse faire avec cette catégorie en tant qu'elle a été conçue à la fois dans la médecine grecque, je pense un peu à la colère d'Achille, à cet épisode de folie meurtrière qu'on lui connaît, et en même temps à cette notion qui relève de la période prépinellienne aussi, au XVIIIe siècle, où on parle de fureur comme d'une passion poussée à son extrême, mais qui constitue une catégorie de folie quand même. Oui. Et notamment teintée par cette notion de colère, démesurée, excessive. Oui. Alors en fait, il y a... Et qu'on trouve d'ailleurs au niveau sexuel aussi. Oui, oui. Disons que le fureur, disons la fureur, a deux sens. Il y a le sens qui correspond au modèle A de la folie au sens propre, qui est donc cette aliénation, souvent imputée à un trouble du corps, un trouble des humeurs, une intoxication, peu importe, et qui donc abolit une capacité. À partir de cette réalité d'ordre social, les poètes tragiques, grecs et romains, ont développé une notion qui permet de penser, et c'est ce qu'évoque Florence Dupont, qui permet de penser un autre type de situation dans lequel l'individu a le contrôle de lui-même. Et donc ça c'est le fureur dans un deuxième sens, c'est le fureur tragique. Donc il y a un fureur juridique en tout cas, enfin pour le dire simplement, il y a un fureur juridique et un fureur tragique, qui ont un rapport ambivalent. Si c'est la notion de fureur que les tragiques emploient, c'est pour dire qu'on est dans une situation en quelque sorte d'aliénation, qu'on est dans une situation où la personne, le sujet, n'est plus maître de lui-même. Donc on emploie cette analogie pour décrire la situation. Mais effectivement, et ça c'est ce qu'explique très bien Florence Dupont dans ses différents ouvrages, cette espèce de folie-là, qui en grec est désignée comme une manie, une mania, elle procède d'une amplification des sentiments. Vous parliez de la colère, ça peut être la libido, ça peut être l'avarice, ça peut être en fait toutes les passions disponibles. Dès lors qu'elles s'amplifient au-delà d'un certain niveau et qu'elles atteignent donc le stade célèbre de la démesure, de l'hubris, eh bien elles basculent dans le stade du fureur. Et par exemple dans la poétique d'Ovide et de Virgile, on voit le sentiment même chez Sénèque, on constate poétiquement l'amplification de la mort, par exemple, la mort qui devient excessive et qui devient fureur. Ça peut aussi être la colère, l'ira, qui devient fureur. Donc il y a bien un lien qui est fait par les poètes pour penser un registre de la condition humaine que les médecins ne pensent pas, parce que ce n'est pas leur boulot,
Donc oui, il y a un lien, mais qui là encore, qui sur le plan systémique est complexe. Alors ça me ramène à une chose qui est importante à prendre en considération, c'est que d'une certaine manière, comment dire, le fait que la maladie mentale soit une maladie, enfin déjà la maladie mentale dans l'Antiquité, c'est pas une maladie à la marge de la pathologie. C'est une maladie qui est au centre. En latin, la maladie mentale, elle se désigne comme insania, c'est-à-dire absence de santé. Et c'est tout, sans épithète. Donc c'est-à-dire que la folie, c'est la maladie à l'état pur. Donc c'est la place au centre de la pathologie. Et si je dis ça, c'est parce que ça renvoie au fait que les médecins anciens, constatant que la maladie mentale produit un risque pour la vie et pour le bien-être, postule un certain nombre de choses sur cette maladie. La médecine ancienne, elle se définit par une fonction et une pratique. La fonction de la médecine, c'est de rétablir la santé. La pratique, c'est d'agir sur les corps. Comme les conditions de départ de la médecine sont celles-là, si un état psychique est une maladie, par ses conséquences, nécessairement, il relève du rétablissement de la santé et surtout, il relève de la pratique des corps. Donc si vous voulez, il y a un postulat de départ qui fait que la maladie mentale, elle est nécessairement un trouble du corps. Oui. Et donc ça veut dire que les médecins se rendent, en quelque sorte, se mettent eux-mêmes dans l'incapacité de penser d'autres formes de troubles qui procéderaient éventuellement de l'amplification des sentiments, enfin de ce que les poètes appellent, décrivent comme une amplification des sentiments. Et ce qui fait que les poètes prennent en charge sans doute un certain nombre de situations que vous, en tant que praticien hospitalier, avez à traiter, mais dans la systémique, dans l'organisation systémique de la société ancienne, c'est l'objet d'une partition nette entre la médecine qui s'occupe de la folie au sens propre et la poétique qui cherche à penser des formes d'aliénation d'une autre nature. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup, c'était fascinant. Merci à vous. Extrêmement riche. J'avais pensé aussi longtemps après le bac regretter de ne pas avoir fait à temps, d'avoir arrêté en troisième. Vous aurez bientôt mon livre à lire. C'est ça, voilà. Voilà, alors c'était ma première question, c'était est-ce qu'on pourra vous lire? Oui. Oui. En fait, j'ai 4 publications qui sont assez mûres. La première, c'est une traduction commentée des textes substantiels de psychiatrie latine. Il y en a 2. Il y a Cels, qui écrit, je ne sais plus, ça va donner une vingtaine de pages, et Cellius, ça va représenter à peu près 150 pages. C'est substantiel, en même temps c'est pas excessif. Ces textes-là, de psychiatrie latine, je les ai traduits. J'essaye de les mettre en cohérence, et je proposerai une introduction un peu étoffée, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de pages, pour faire une sorte de bilan sur les aspects rigoureusement psychiatriques. Alors, en essayant de clarifier ces choses-là, justement, puisqu'il y a beaucoup d'impensés dans mes propres analyses. Donc ça, c'est une chose qui est mûre. Ensuite, je publierai également une monographie sur les aspects juridiques, politiques et littéraires, là, qui étaient plutôt l'objet de ma première et de ma troisième partie. Là encore, les choses sont à peu près prêtes, mais il faut ajuster des choses. C'est tout simplement une publication de ma thèse, à laquelle je voudrais à la fois dégraisser et que je voudrais enrichir aussi de résultats nouveaux. Et puis, d'une manière qui vous intéressera peut-être davantage, avec des collègues, on est en train de finaliser aussi une publication plus grand public sur les grands problèmes de l'histoire de la folie des origines de nos jours, en fait, avec d'autres personnes qui sont intervenues dans ce séminaire, Hervé Guillaume et Maud Ternon. Et puis, par ailleurs, de manière là, très synthétique, je suis aussi en train de produire un très gros article qui sera en allemand, donc, mais sur la diversité des aspects de la folie en Grèce, à Rome et au début du christianisme. Et donc le texte sera en allemand, mais il est libre de droit, donc je le traduirai aussi en français, et là, je pense que je le publierai sur Internet. Voilà, donc ça vient. J'ai pas eu le temps encore. Et alors j'avais 2 questions. Est-ce que vous avez accès à des sources ou des textes de gens qui discutaient déjà à cette époque-là Alors je suppose que du coup dans le débat sur la responsabilité pénale, il y a l'éventualité de la simulation, du fait que des gens qui avaient commis des crimes se faisaient passer pour fous
avoir une sanction inférieure? Est-ce que c'était déjà... Oui, c'est un motif lancinant des sources anciennes qui portent sur la question. Vous savez peut-être que le roi David, en Judée ancienne, pour sauver sa peau, s'est fait passer pour fou. Et la question de la simulation est omniprésente. Enfin, on en trouve des... On trouve des... Ouais, c'est une question récurrente qui, d'une certaine manière, est imposée par les faits, dans la mesure où la maladie mentale justifie un régime d'exception. La tentation est sans doute assez forte de détourner. Le droit est souvent fait pour qu'on en abuse. Donc oui, il y a plein de sources. C'est vrai que récemment, du coup, avec l'affaire Sarah Halimi, qui a malheureusement suivi l'affaire Knoll, les textes qui discutaient, dans les journaux qui discutaient l'irresponsabilité pénale, en fait, on a l'impression que tout commence, en fait, finalement, toujours un peu pareil, au début du 19e, avec cette loi sur l'état de démence et la crise. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, finalement, bien avant, finalement, c'est... Enfin, j'ai même du mal à voir ce qu'on a inventé depuis pour faire d'irresponsabilité pénale. Il y a peut-être l'abolition versus altération. Enfin, oui, il y a, voilà. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a des... Après, bon, il faudrait demander à des spécialistes, hein, parce que... Mais oui, il me semble qu'il... Enfin, comment dire... Ce qui se passe, d'ailleurs chez nous comme dans l'Antiquité, c'est que la société évolue. Donc on a constamment affaire à des changements qui relève dans le fond de l'ajustement de principes fondamentaux à une société qui, elle, est en mouvement. Mais les principes eux-mêmes sont stables. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure à propos de l'enfermement. En fait, le principe de l'enfermement des personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, il est acquis dès les plus anciennes sources. Enfin, après, on ne peut pas préjuger de ce qui se passe dans les siècles précédents. On ne peut pas trop faire parler le silence des sources. Mais le principe de l'enfermement est acquis dès le départ. S'il n'y a pas d'enfermement hospitalier, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Et donc l'enfermement hospitalier va être rendu possible par l'existence, par l'invention de l'hôpital. Mais ce qui change, c'est pas qu'on se met à enfermer les fous, c'est que la société invente un nouveau dispositif qui permet de faire la même chose, mais selon des modalités nouvelles. Mais c'est pas une innovation propre à l'histoire de la folie, c'est plutôt que l'environnement de la société évolue, et donc forcément les contours du traitement de la folie évoluent aussi. Ils sont entraînés par le ciel. Si cette question de l'irresponsabilité vous intéresse, je vous renvoie à un article que j'ai publié dans The Conversation, qui est assez court et qui est destiné au grand public, qui est un article assez récent et en même temps assez insatisfaisant, parce que j'avais pas toutes les billes. En fait, c'est un article qui m'a posé problème et qui m'a conduit par la suite à me saisir des sources grecques, notamment que j'avais peu travaillé. Et plus je les travaille, plus je constate qu'en réalité, les sources grecques sont moins bavardes, mais quand elles parlent, elles disent la même chose. Oui. Merci pour votre présentation. Moi, je voulais vous interroger sur la question de la source, finalement, dans ce droit romain que vous mettez en avant avec le texte de Marc Aurèle, sur la source, finalement, je ne sais pas, théologico-philosophique, que j'avais en tête, en tout cas la source ancienne, cartésianique ancienne de l'individu, du libre arbitre, etc. Enfin, pas le libre arbitre chrétien, mais en tout cas de cette construction tardive. Et du coup, je m'interrogeais sur cette notion de sujet, d'identité. Oui, moi je voulais savoir, je ne sais pas si on entend. Excusez-moi, c'est parce un auditeur dans la salle posait une question. On vous reprend juste après. Attendez. Vous m'entendez? Oui, prends ça dans la minute. Oui, attendez. En allemand, parce que les Allemands ont contribué à la biologie. Je ne m'entendais pas. C'est pas grave. Oui. Si, on vous Non, entend, on essaie de manipuler... En fait, parce qu'il y avait déjà une question qui était posée dans la salle, mais que vous n'entendiez pas. Du coup, est-ce que vous pouvez vous rapprocher éventuellement et parler un petit peu plus fort pour que les gens qui sont en Zoom puissent entendre? Et après, on vous reprend juste après. Est-ce que vous pouvez parler bien fort si vous voulez parler du coup? Fort. Ouais. D'accord.
Ma question, elle portait sur la source de la notion d'agentivité et de responsabilité du sujet dans cette question du droit romain, et donc du texte de Marc Aurèle qui apparemment sanctifie cette position. Voilà, parce que j'avais des idées philosophiques plus tardives et je m'interrogeais là-dessus. Alors, ça va nous faire un peu de sujet de responsable. Comment on place la notion de justice sur cette question de l'agent qui a imputé par la faute, et pas simplement de justice comme établissement. Je crois comprendre votre question. Peut-être que je vais clarifier votre question en y répondant. Enfin, sachant que là vous me posez une question qui sort un peu de mon domaine de compétences, mais quand même un ou deux éléments de réponse. D'abord, la question que vous évoquez, elle résonne pour moi avec des travaux du philosophe italien que j'évoquais brièvement tout à l'heure, Giorgio Agamben. Vous avez peut-être ce nom en tête. Ce philosophe que j'ai beaucoup lu, toujours avec... d'abord en ne comprenant pas tout ce qu'il écrit, mais que je lis en m'interrogeant. Enfin, c'est un auteur que je trouve extrêmement stimulant, et en même temps je ne sais pas trop quoi penser des résultats de ces enquêtes. Ce que dit Agamben, c'est qu'il existe une notion de responsabilité du sujet, de l'agent, qui se formalise dans la philosophie et dans la morale tardivement, autour des auteurs que vous citiez, notamment avec un moment important chez Kant, qui sécularise la pensée chrétienne. Et dans le schéma d'Agamben, il y a une notion de responsabilité qui au départ est juridique et qui progressivement se transfère à la théologie, puis à la philosophie, en quelque sorte à la morale commune. Donc c'est sans doute à cet horizon-là de généalogie du sujet responsable que vous faisiez allusion, si j'ai bien compris votre question. Alors, je ne suis pas capable d'évaluer ou de me prononcer sur cette généalogie, bien évidemment. Ce qui me semble à retenir à la fois de ce que j'ai pu constater et de ce qu'exprime Agamben dans ses travaux, c'est qu'il faut distinguer le domaine philosophique ou le domaine de la morale, d'une part, et le domaine juridique, d'autre part. Que pensent les philosophes et que dit la morale ancienne de la responsabilité? Dans le fond, je ne suis pas capable de vous répondre. Par contre, ce qui est certain, c'est que à ce stade-là, la responsabilité de l'individu, c'est un critère juridique incontournable, et que quelles que soient les considérations morales partagées par les Romains ou par les Grecs sur ces questions, dans un tribunal, un individu est exposé à une sanction s'il est reconnu comme responsable, et s'il n'est pas reconnu comme responsable, il n'est pas exposé à une sanction. Et ça, c'est extrêmement clair. Et ça me conduit à penser d'ailleurs que... je lis Agamben avec circonspection, parce que je me demande à quel point il y a du sens à considérer que ce principe si fermement établi dans les droits anciens serait insignifiant dans la considération des actes banaux de la vie quotidienne. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre plus précisément, mais voilà. En tout cas, il faut distinguer à minima les deux registres. Et donc, madame, vous aviez une question à propos de l'Allemagne, je crois, ou de la langue allemande, de la recherche allemande. Madame Landresse ? Alors, peut-être que votre micro est désactivé. Ah oui, voilà. Oui, on vous entend. Vous pouvez même mettre votre caméra si vous voulez. Comment dire, oui, j'étais intéressé que vous ayez écrit en allemand, mais je me demandais quelle était l'opinion des Allemands qui ont beaucoup travaillé sur la psychiatrie. J'aimerais le savoir. Je vous remercie. J'aimerais le savoir. En réalité, la raison pour laquelle cet article sort en allemand, c'est parce qu'il m'a été commandé par une grande encyclopédie
d'histoire ancienne et d'histoire du christianisme, qui s'appelle le Real Lexicon für Antiquum Christentum, qui est une somme de références et qui est en train de se renouveler. Enfin, cette encyclopédie a été écrite et là elle est en train d'être réécrite. Donc c'est un article qui m'a été commandé à titre de synthèse, notamment pour pouvoir penser à la question de la folie dans une perspective chrétienne, ce qui dans le fond rejoint la question qui m'a été posée précédemment. Mais donc c'est d'abord un travail collectif d'historiens et de philologues et par ailleurs de théologiens. Et donc je n'ai pas pour l'instant dialogué en particulier avec des chercheurs allemands, si ce n'est sur la question de la folie comme motif politique. L'historien Alois Winterling à Berlin a travaillé sur la question, a écrit des choses hyper intéressantes sur la folie de Caligula. Mais j'ai pas discuté avec des collègues allemands pour l'instant sur... voilà. Par contre j'ai beaucoup lu Wetli et sa monumentale histoire de la folie qui est ancienne désormais. Voilà, donc, désolé de ne pas pouvoir vous répondre à des choses plus intéressantes. Voilà. Oui. Moi jamais. Oui. Moi je voulais savoir, merci déjà, mais ces fous romains, ils étaient qui? Comment ils décidaient qu'ils étaient fous eux? Et comment, on va dire, un jugement, on sait comment ça se passait? Qu'est-ce qu'ils disaient déjà ces fous pour être considérés comme fous? Alors, pour vous répondre de manière synthétique, d'abord les sources ne renseignent pas ces questions-là directement. Qu'est-ce qui... comment dire, on n'a pas, j'en profite pour vous dire, on n'a pas de sources qui nous renseignent sur des cas précis. Les fous de l'histoire romaine ne sont que des statistiques. Enfin, c'est pas des statistiques, mais il y a des cas, il y a des formes standards, il y a des concepts, mais il n'y a pas d'individu. Sauf peut-être le parricide qu'on a dans le texte de Marc Aurèle, justement, c'est le seul individu qui a un état civil. Mais sinon, c'est des figures. Enfin, c'est le malade type. Quoi. Là, il y a des détails sur ce qui s'est passé non. Sur ce parricide? On sait seulement qu'on a affaire à un parricide. Il n'y a pas de considération sur l'acte, ses conditions, les motivations ou quoi que ce soit. Il y a seulement des prescriptions adressées à la Cour, et en particulier au président du tribunal, pour conduire son enquête. Ce qui du coup me conduit au deuxième élément de réponse. Qui identifie les fous ou les personnes qui seront considérées comme telles, etc. C'est l'entourage, c'est la société, c'est la proximité. On est dans des sociétés de proximité, dans des sociétés où la vie se fait dans le village ou dans le quartier, qui énonce l'état de maladie mentale, l'entourage, un médecin qui peut être amené à expertiser, mais sans qu'il y ait, il n'y a pas de procédure établie de recours à la médecine légale, etc. Enfin, ça, un médecin, c'est un témoin parmi d'autres, dont la parole a une valeur particulière, mais donc, comment on l'établit? En produisant des témoins et en essayant de tirer une conclusion de leur témoignage. Quels sont les actes ou les propos qui conduisent à conclure à un diagnostic, à produire un diagnostic de maladie mentale? Je suis incapable de vous le dire. Enfin, si, je peux vous le dire, quand on lit les textes de psychiatrie latine, eh bien, on considère, on a des présentations, des critères, mais qui là encore sont très schématiques. On va vous dire que quelqu'un qui se prend pour un oiseau, qui a l'impression d'être un pot de terre qui va se briser, ou qui tient des propos incohérents, ou qui ressent des affects beaucoup trop forts. Voilà. Mais ça, je dirais que, si vous voulez, si vous me permettez cette formule, je crois que ça relève de l'évidence, en fait. Sachant qu'il n'y a pas, pour le coup... Alors, dans l'Antiquité tardive, c'est différent. Mais jusqu'à l'Antiquité tardive et jusqu'au christianisme, il n'y a pas d'enfermement psychiatrique au prétexte de la folie. C'est-à-dire que la folie n'est pas utilisée pour, en quelque sorte, faire taire les opposants idéologiques. Ça arrive avec le christianisme. Le christianisme invente l'hôpital psychiatrique et l'enfermement politique, au nom de la psychiatrie. Donc il y a une accélération de l'histoire à ce moment-là, en particulier en Orient, en Égypte et en Syrie chrétienne. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière votre question, il y a peut-être aussi la préoccupation des abus idéologiques du traitement psychiatrique, en quelque sorte. À mon sens, c'est une question qui se pose assez peu dans l'Antiquité, mais pas plus, disons, que
que pour éventuellement enfermer ou mettre sous contrainte des personnes dont les actions seraient considérées comme contrevenant à la morale familiale. Là, pour le coup, il y a des choses. Le fait de se conduire de manière, ce que les Romains appellent impie, mais ça ne veut pas dire impie au sens contemporain, ça veut dire non conforme au devoir de déférence envers les membres de sa famille. Je sais pas, une mauvaise fille, un fils prodigue, etc. Peuvent être l'objet de mesures d'interdiction à la faveur d'un abus du droit, du régime de la folie en droit civil, en droit privé. Mais voilà, là je ne peux pas vraiment vous en dire davantage, si ce n'est que ce qu'on constate au Moyen-Âge peut sans doute être appliqué à l'Antiquité. Voilà. Et alors, oui, du coup, c'est parfait, parce que moi, donc là, on a introduit peut-être sur la dimension peut-être un peu sémiologique. Moi, je voulais revenir sur les modèles théoriques. Vous y étiez passé rapidement. Ouais. Alors, j'ai noté rapidement, donc peut-être que je n'ai pas bien compris, mais j'aimerais qu'on puisse le développer un petit peu. Vous aviez dit, donc, à un moment, donc, qu'il y avait un modèle théorique donc, issu des profanes qui ciblait les symptômes et qui nous a permis, du coup, d'établir quelque chose d'une approche catégorielle, et qu'on pourrait du coup opposer à une approche donc, des initiés qui peut-être ciblait plutôt le sujet et amener une approche plutôt dimensionnelle. C'est ça? En quelque sorte. Oui. D'accord. Et c'est vrai, moi je sais pas voilà, s'il y a vraiment une question à poser là-dessus, mais c'est vrai que ça nous renvoyait, comme ce qu'il avait été dit un peu plus tôt, à une problématique qui est très présente là actuellement, avec justement cette approche très catégorielle de lister tous les symptômes et qui pourrait nous renvoyer à quelque chose peut-être plus des neurosciences en ce moment. Vraiment cette idée de tout comprendre, tout découper, versus une approche beaucoup plus de l'ordre de la dimension du spectre, et donc de quelque chose peut-être de beaucoup plus psychodynamique, où voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un raccord à faire, et effectivement c'est très écarté dans le temps, et pourtant ça revient de manière cyclique peut-être. Je pense qu'il y a un rapport à faire. Alors, si vous voulez, la première... votre question est hyper technique. Donc, je pourrais vous répondre plus précisément, mais d'abord, il faudrait que je révise. Et ensuite, bon, c'est une réponse qui impliquerait beaucoup de subtilité. Mais je peux vous répondre deux choses. La première, c'est que, d'après mes observations, les classifications psychopathologiques dans l'Antiquité sont déterminées par deux dynamiques contraires, en quelque sorte. Il y en a une qui procède en quelque sorte du fait, c'est-à-dire que la classification se fait à partir de données objectives qu'on constate dans l'individu. Mais la classification, elle est aussi déterminée par l'observateur, le regardeur, et notamment sa position sociale et sa position intellectuelle. Et donc, un médecin et un profane ne vont pas avoir les mêmes grilles de lecture, et donc ne vont pas avoir les mêmes grilles classificatoires. Et ensuite, au sein du champ médical, parce que vous faites référence, j'imagine, à des accords qu'il peut y avoir entre différentes approches d'expertise sur la question des troubles psychiques. Les classifications, dans l'Antiquité romaine, à partir du 2e-1er siècle avant notre ère, il y a une classification qui est à peu près stable et qui se déploie autour de trois grands concepts: la phrénite, la manie, la mélancolie. J'aime bien cette notion de phrénite, parce qu'en général on dit phrénitis ou phrénétisme, mais phrénite est désuet, et comme le concept est désuet, je me dis autant employer cette vieille notion. Donc, la phrénite, maladie aiguë, fiévreuse, avec des délires associés, mais qui sont prévalents. Ils sont prévalents au point qu'ils ne semblent pas associés, mais même être majeurs. Enfin, il y a une sorte d'ambiguïté, mais il y a fièvre et délire à 50%, enfin à 50-50, et donc d'une certaine manière, la phrénite appartient totalement au domaine de la psychopathologie. Bref, puis la manie, donc, qui est la folie à l'état pur, enfin, des raisons, etc., délirantes, et la mélancolie qui globalement est plutôt un mal-être profond. Alors, à partir de là, donc il y a, si vous voulez, il y a cette base psychopathologique qui est présente et stable. Mais malgré tout, on observe que chaque auteur médical a ses propres manières d'organiser ce champ-là, de raccrocher éventuellement d'autres catégories, et surtout de définir des rapports entre les différentes
catégories. Par exemple, certains médecins vont considérer que manie et mélancolie, c'est deux formes d'une même maladie, tandis que pour d'autres, il s'agira bien de maladies différentes. Il y a d'autres variations. Et je pense que ces différentes conceptions classificatoires sont pour partie déterminées par les différences des postulats doctrinaux par lesquels chacun de ces médecins rend compte des maladies qu'ils observent. Donc voilà, pour le dire plus simplement et plus clairement, oui, la médecine ancienne permet aussi de constater que les classifications sont autant une affaire de point de vue que de données observées. Oui. Dernière question, oui. Oui, vous parliez d'une séparation dans le champ de la médecine entre le traitement médical et la religion. Donc, est-ce qu'il y avait des croyances, du moins populaires, autour de thèmes comme la possession ou autres, ou des explications un peu religieuses ou métaphysiques des troubles mentaux? Et est-ce que la médecine de l'époque s'en écartait vraiment? Ou est-ce qu'il y avait un champ du médical et un champ du social, un traitement social de la folie, un peu comme on le voit dans toutes les civilisations, y compris actuelles? Et est-ce qu'il y avait vraiment une séparation nette entre le champ des médecins et le champ de ces pratiques-là, ou est-ce que ça a été imprégné, y compris dans la responsabilité? Est-ce qu'il y avait des pratiques autour de l'ordalie, etc., des choses comme ça? Je peux vous répondre extrêmement simplement. Jusqu'à présent, l'historiographie, que ce soit celle des historiens classiques ou des historiens de la science, a été positiviste. Or, comme la modernité représente un progrès de la raison par rapport au christianisme, le christianisme doit nécessairement représenter un progrès de la raison et par ailleurs de la morale par rapport aux anciens, qui étaient forcément idiots et cruels, et superstitieux. Et donc, si vous voulez, ce qu'on lit dans la bibliographie un peu ancienne et jusqu'à récemment, sauf dans quelques textes qui maîtrisent parfaitement les textes, et Florence Dupont, de ce point de vue-là, est exemplaire, ce que l'on lit, c'est un postulat de conception surnaturelle de la folie de la part des anciens. Les anciens devaient nécessairement croire que la folie était d'origine divine, parce que c'était des anciens. Alors, je suis parti de cette idée-là aussi, hein, comme tout le monde. Et donc, j'ai voulu voir précisément ce qu'il en était. Donc, j'ai pris toutes les sources romaines que j'ai pu trouver. Aucune source, à aucun moment, ne laisse penser ou ne donne de raison de croire qu'il y a une conception religieuse, surnaturelle, de la maladie, des manières de la soigner, etc. En fait, il n'y a aucun rapport. Il y en a peut-être un, c'est que la religion, la médecine des temps, enfin en gros le fait d'aller faire un don à une divinité pour obtenir un bienfait, c'est quelque chose que l'on fait dans toutes les situations de malheur. Donc vous avez perdu votre porte-clés, vous vous êtes cassé la jambe, votre compagne ou votre compagnon vous a quitté ou vous êtes malade, vous pouvez aller dans un temple. Et si vous êtes malade, ça vaut pour toutes les maladies. Donc, d'une certaine manière, si vous avez un proche qui souffre de maladie mentale, vous pouvez toujours aller dans un temple. Mais il n'y a pas de spécificité, vous ne le faites pas davantage dans cette situation que dans d'autres. Donc voilà, ma réponse est très claire. À Rome, alors je ne vous dirai pas ça pour le monde grec, et encore moins pour le monde juif ou égyptien ou oriental, etc. Je ne vous dirai même pas le contraire, je ne vous en dirai rien parce que je ne suis pas assez calé sur la question. Mais à Rome, et dans la culture romaine et dans les sources latines, il n'y a aucune espèce de relation. Il y a un texte qui a qui parfois a été employé pour justifier cette idée. Enfin, il y en a deux en fait. Il y a un texte, il y a le texte de Marc Aurèle qui dit les fous ne sont pas soumis à une peine parce qu'ils sont déjà suffisamment punis par leur folie. Alors, un certain nombre d'interprètes ont dit oui, mais s'il est puni, c'est qu'il est puni par quelqu'un, donc s'il est puni par quelqu'un, c'est par des dieux. Mais en fait, non. Si Marc Aurèle dit qu'un fou est déjà suffisamment puni par sa maladie, lui-même étant stoïcien, c'est une manière un peu maladroite de justifier l'injustifiable, c'est de justifier qu'en droit c'est comme ça et pas autrement, et qu'il n'y a pas de raison à fournir. Enfin, la raison est juridique, mais Marc Aurèle s'adresse à l'opinion,
il s'adresse à la morale, il s'adresse à des arguments qui lui sont adressés, qui ne sont pas d'ordre juridique, et donc il a besoin de répondre quelque chose, et donc il répond à un truc qui n'a pas vraiment de sens, mais qui doit attirer éventuellement la compassion. Et ça n'a aucune valeur technique. Après, il y a d'autres textes qui ont pu nourrir cette hypothèse, c'est les textes comiques. Parce que, comme la comédie est pleine de situations où justement Hercule, Oreste, etc. sont pris de délire parce que les dieux les envoient sur eux, et ces gens-là sont des héros, donc ils sont pas malades. Et bien, comme la tragédie est pleine de cette fureur tragique, les comiques s'en moquent, enfin, parodient, et mettent en scène des gens qui sont frappés en quelque sorte par des folies divines. Alors, sauf qu'en fait, ils ne le sont pas, c'est des quiproquos, c'est des malentendus, déjà, les dieux sont absents. Dire cette personne est possédée, c'est une manière de dire qu'en fait, elle ne l'est pas. C'est juste qu'on prend machin pour truc, et puis qu'il y a un quiproquo. Et la possession à laquelle il est fait référence, c'est la possession tragique, c'est un motif littéraire en fait. Et c'est surtout un motif littéraire qui peut éventuellement avoir des échos religieux, mais qui vient du monde grec. Une tragédie latine, ou une comédie latine, c'est une tragédie ou une comédie grecque qui a été traduite en latin. Et donc en fait on parle, d'ailleurs les comédies qui évoquent ça, elles sont situées à Athènes, à Corinthe, ce que vous voulez, mais pas en Italie. Enfin pas en Italie romaine. Donc je sais que ça surprend, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Parce que peut-être que, donc effectivement, c'est pas dans les textes ni juridiques ni médicaux, mais peut-être que ça existait quand même. Parce que si ça n'existait pas, ça serait quand même. Alors je reformule, il n'y a aucun rapport sauf preuve du contraire. Oui, mais c'est vrai qu'aussi, est-ce qu'il y a une société dans laquelle ces explications, effectivement, populaires, sont absentes? En fait, c'est hyper cohérent par rapport aux conceptions religieuses romaines. C'est-à-dire que chez les Romains, les dieux, enfin le divin plutôt, ouais, n'intervient pas dans la vie des hommes, d'une manière générale. Ni dans la maladie, ni dans autre chose. Les Grecs ont un concept de démon qui se situe en gros dans l'air ambiant. Vous pourrez y en avoir un derrière vous, derrière moi. Chez les Romains, ça n'a aucun sens. Les divinités sont des abstractions extrêmement lointaines, et d'ailleurs la communication avec les dieux, et ça c'est une urgence politique absolue, la communication avec les dieux ne se fait pas de manière directe, elle se fait de manière indirecte par l'envoi et la réception de signes qu'il faut décrypter, qui sont un langage codé hyper complexe et dont le décodage est la prérogative d'une profession de prêtre. Donc les dieux, si vous voulez, sont absents. Et je pourrais même dire, il n'y a pas de dieu à Rome, en fait. Il y a des idées, il y a des concepts abstraits qui correspondent à des divinités, mais il n'y a tellement pas d'anthropomorphisme qu'il n'y a pas d'être présent. Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la possession, enfin c'est très court, la possession est une idée qui ensuite a été présente en Occident. Donc le réflexe naturel est de se dire si c'est présent, c'est un vieux fond de croyance qui a ensuite été repeint par le christianisme pour le rendre conforme avec le dogme trinitaire et tout ça. Donc ça, c'est l'idée qui a prévalu pendant longtemps. Et il se trouve que mes recherches m'ont aussi conduit à étudier cette question, et je crois qu'il est clair que l'idée de possession a été introduite en Occident de manière artificielle, de manière délibérée, par les autorités catholiques, à commencer par l'évêque de Milan, Ambroise, qui était l'un des... Il n'était pas pape, mais il avait une autorité analogue, comparable au pape sur la chrétienté occidentale, après un début de distanciation de la chrétienté occidentale et orientale. Et ce sont les autorités chrétiennes qui ont importé cette idée de forme orientale et qui est présente dans les évangiles, à la fois, enfin principalement pour expliquer à un public analphabète, peu littéraire, enfin pas forcément analphabète, mais qui ne lit pas les livres, un dogme très compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez le dogme trinitaire, mais Dieu est trois et un à la fois, et le Fils est engendré mais non créé, et il est chair et discours. Enfin, c'est un peu compliqué sur le plan théorique. Et donc, pour diffuser le message chrétien et rendre sensible et intelligible le dogme trinitaire auprès des populations, l'Église a eu
recours à un théâtre spirituel, qui est la scène d'exorcisme. Et une scène d'exorcisme, en fait, c'est une démonstration extrêmement claire de ce qu'est le dogme trinitaire et l'économie du salut. Et ça s'est fait dans un cadre où non seulement il fallait évangéliser les campagnes, mais en plus, il fallait l'évangéliser de la bonne manière, parce qu'il est plein de doctrines hérétiques ou hétérodoxes qui prolifèrent. Donc c'est une manière à la fois d'expliquer le dogme trinitaire, l'économie du salut, etc., et de le faire d'une manière orthodoxe dans une situation de compétition religieuse entre différentes sectes chrétiennes. Donc il y a la possession démoniaque, c'est une idée qui vient du haut vers le bas, et qui n'est pas du tout une réinterprétation chrétienne d'un universel superstitieux. Voilà. Mais je reconnais que c'est inattendu comme réponse. Bon, et merci encore une fois pour